Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le complexe de Frankenstein. Genèse et développement d'un monstre, issu d'une relation pervertie. Approche théorique, clinique et thérapeutique. Introduction. Vers une forme d'attachement destructeur issue de l'incestuel. Ce n'est pas un hasard si le roman de Mary Shelley, Frankenstein, écrit en 1815 est devenu un classique. Cette fiction, qui met en lumière de façon très fouillée les rapports dégradés entre deux êtres, le créateur et sa création, nous révèle à mon sens quelques formes contemporaines d'attachement complexe entre un enfant et son parent. Dans un article publié en 2014, je faisais de cette histoire un paradigme des enjeux intersubjectifs motivant un parent à couvrir les passages à l'actes violents intrafamiliaux ou extrafamiliaux de son enfant. J'y confrontais les ressorts scénaristiques avec divers cas issus d'une large pratique clinique, espace rencontre parents-enfants, analyse de la pratique auprès d'écoutants et enfin mesures éducatives type AEMO-AED, ceci pour mieux saisir les relations passionnelles et destructrices à l'œuvre. Pour éclairer cette pathologie des liens, mes outils théoriques, hérités de la métapsychologie freudienne, se complétèrent de ceux issus de la théorie de l'attachement, ce qui apporta une caution supplémentaire à ce que je baptisais le complexe de Frankenstein. Cet ouvrage vise à approfondir cette notion autant du côté clinique, psychosocial, préventif, que thérapeutique. Le complexe de Frankenstein relève d'une dramaturgie dont je chercherai à esquisser de façon théorico-clinique les prémices, le déroulement et l'inéluctable destin. Tout au long de cette analyse, je convoquerai comme fil rouge le roman précité. La question qui nous guidera sera relative aux conditions d'émergence de la violence intrafamiliale, éventuellement incorporée et extériorisée par l'enfant qui en est à la fois victime et acteur malgré lui. L'hypothèse mise au travail sera la suivante. Le complexe de Frankenstein, CF, est une pathologie du lien qui répond à une forme dégradée de l'incestuel menant vers le meurtriel, concept heuristique pour traiter non seulement de l'origine de cette violence puis de son maintien, mais aussi de ses formes de dégradations anthropiques. À propos de ces dernières, je brosserai et illustrerai leurs risques majeurs au travers de deux présentations cliniques extrêmes dans lesquelles plus aucun filtre symbolique n'empêchera la violence de poindre. Agression, meurtre et viol en seront les points de destructivité ultimes. Je poursuivrai ensuite cette perspective sur le constat d'un accroissement de ce complexe dans un contexte psychosocial particulièrement favorable à ce type d'enfermement à deux, dans lequel règne l'objectalisation d'autrui et des formes de violence cachées par éviction du tiers. Fort d'une expérience de protection de l'enfance, je chercherai à en apporter les divers aspects préventifs. Sachant que ce complexe se déroule en 3 temps, je brosserai quelques modèles d'intervention nécessaires pour endiguer tout risque d'atteindre son niveau de plénitude. Cela étant lorsqu'il sera trop tard, lorsque le complexe sera à son apogée, j'exposerai et déclinerai plusieurs types de réponses thérapeutiques possibles en m'appuyant sur le travail effectué dans le service de protection de l'enfance qui m'a servi de champ d'intervention et d'expérimentation privilégié. Par suite de cela, je me pencherai sur ces mêmes aspects thérapeutiques, mais dans le domaine d'une clinique privée. Je reprendrai enfin l'ensemble du travail pour en fournir une synthèse et quelques ouvertures. Les 2 annexes finales portent l'une sur des compléments cliniques, l'autre sur la genèse de l'œuvre de Mary Shelley ainsi que les conditions psychiques et contextuelles dans lesquelles celle-ci naquit. Nous verrons que des traumatismes et des deuils ont présidé à sa création. Préambule. Raison de la recherche et choix théoriques. Un QU de l'STIONNESMENT initial. Pourquoi et comment la violence INTRAFAMILIALE? Exerçant en protection de l'enfance, nous avons fait le constat, avec l'équipe éducative, d'un nombre relativement important de situations dans lesquelles des parents vivent des conflits majeurs avec leur enfant. Ceux-ci prennent des formes verbales, mais aussi physiques au sein desquelles la détection de l'agresseur et de l'agressé n'est pas toujours évidente. En priorité, ce qui frappe dans ces situations est lié à la violence avec laquelle répondent les enfants qui y sont soumis. D'emblée, on peut la considérer comme réactive. L'étymologie du mot violence renvoie d'ailleurs sur la force de vie, vis, force en action. Il y a donc dans ces situations une réaction pour survivre qui se teinte, associée au mouvement de haine, d'agressivité.
Celle-ci dépend en effet d'un alliage entre une violence vitale, fondamentale, J. Bergeret, et des pulsions libidinales d'amour et de haine. Cela étant, nous assistons parfois dans ces couples parents-enfants à la manifestation d'une véritable jouissance à faire mal qui nous place comme d'un plaisir pris à mettre l'autre en défaut. Pour autant que ces situations soient relativement nombreuses dans ma clinique, ce travail propose d'approfondir et d'analyser ces formes singulières et modernes de violence intrafamiliale qui ne peuvent être seulement inféodées à une maltraitance verticale, s'exprimant de haut en bas, des parents vers l'enfant. Au-delà de ce vecteur descendant de sens, communément pointé et consensuel chez les travailleurs sociaux, cette étude cherchera à embrasser la globalité des processus systémiques mis en jeu tant sur le plan de l'origine du problème, approche diachronique, que sur celui des processus à l'œuvre, approche synchronique. Pour créer ce type de lien pathogène, notons d'emblée que plusieurs spécificités le représentent et coexistent. La première porte sur l'existence d'un enfermement à deux, excluant toute existence symbolique d'un tiers. Ainsi, la fermeture relationnelle entre un enfant et son parent empêche toute personne qui essaie de s'y frayer un passage d'y parvenir. La seconde porte sur le caractère réversible des rapports de violence constatés. En l'occurrence, les liens de domination et soumission des protagonistes en présence voyagent. Tour à tour, le sujet peut devenir agresseur et agressé. La troisième spécificité passe par son caractère de transformation au fil du temps. En fonction de l'évolution de l'enfant, petite enfance, enfance, prépuberté, puberté, le processus relationnel se modifie presque toujours selon des modalités communes de recherche d'individuation. La quatrième est relative au statut de l'enfant. En apparence, il semble être un enfant tyran plutôt qu'un enfant roi. Or, derrière cette surface existe un être en souffrance privé des codes nécessaires pour lui permettre d'entrer dans la vie sociale. La cinquième est fondée sur le caractère extrêmement noué de la relation. Le processus de destruction mutuelle semble alors si inéluctable que nos efforts pour tenter de l'endiguer sont aussitôt mis en échec. Le professionnel a alors le sentiment qu'aucun des protagonistes du duo, voire de la dyade, n'a véritablement envie d'être aidé. L'ensemble de ces données cliniques m'ont amené à envisager ces situations comme relevant d'une problématique singulière qui balaye un champ large de problèmes actuels et qui est jusqu'à présent peu traité. Comment cette violence est-elle née ? Quels sont les ressorts relationnels qui y président ? Quels en sont les enjeux inconscients, les prémices et les conséquences ? Pourquoi les protagonistes en présence ne nous permettent-ils pas de l'endiguer ? Cherchent-ils sciemment ou inconsciemment à la faire demeurer ? Quels bénéfices en tirent-ils le cas échéant ? Afin de traiter ces vastes questions, la collecte de nombreuses situations cliniques a prioritairement permis d'assembler un panel relativement large de dyades pathologiques fonctionnant de façon singulière, mais préservant en leur essence des points communs, de plus petits dénominateurs communs. Je propose ici d'en analyser les enjeux intrapsychiques, intersubjectifs et relationnels. Cela étant, à la lecture de ce travail, il pourrait m'être demandé la raison pour laquelle j'ai eu besoin de m'appuyer sur la littérature. Les concepts métapsychologiques ne suffisaient-ils pas ? Ma première réponse est que le livre choisi, Frankenstein ou le Prométhée moderne, relève plus du mythe littéraire que du simple roman. Or un mythe éclaire des parties de nous-mêmes, de notre fonctionnement psychique, mieux, parfois, différemment, souvent que ne peut le faire la science. Freud, le premier, en a utilisé ses attributs, Oedipe en est la partie émergente la plus connue, et bien d'autres psychanalystes s'en sont inspirés depuis. Véritable appareil à penser les pensées, selon l'expression de W. Bion, cette histoire m'a permis de concevoir, par analogie et recherche de sens, des aspects qui me seraient peut-être restés inaperçus sans son support. Pour ces raisons, ce travail lira, à chaque étape de notre cheminement, ces trois champs conjoints que sont le matériel clinique, la théorie et leur conteneur spécifique, le conte, comme système mythique traitant d'une relation pervertie. 2. Périmètre du sujet. Le sujet débattu ici, parce qu'il touche le noyau relationnel primordial de l'être humain, voit son périmètre d'application très étendu. Après un repérage, un balisage et une analyse du concept en termes de lien, il sera question dans la seconde partie de nous interroger sur les types de pathologies présentées par les enfants et les parents. Existe-t-il une psychopathologie particulière ?
Une structure perverse représenterait-elle un modèle étiologique suffisant? Nous chercherons ensuite dans la troisième partie à traiter de l'aspect criminel du problème. Comment, au niveau maximal de destructivité relationnelle, cette violence peut-elle se déplacer, s'exporter en dehors du contexte dyadique pour atteindre des cibles extérieures? Nous interrogerons ceci du côté sexuel, attouchement, viol, et de la violence extrême, meurtre. La quatrième partie s'intéressera à la dimension sociétale du problème. Comment celle-ci infiltre-t-elle les sujets en présence? Comment la société dans laquelle évoluent les pays riches le conditionne-t-il? Comment cet impératif de consommation poussé à outrance s'immisce-t-il dans chaque sujet? Et comment surdétermine-t-il le drame à deux qui fait l'objet de ces pages? Nous rejoindrons par ce biais plusieurs psychanalystes s'étant aventurés du côté du contexte psychosocial actuel. Nous verrons comment cette promulgation de l'individu et cet abaissement du lien social génèrent encore plus de violence intrafamiliale. Cette partie permettra également de nous interroger sur le paradigme de la loi du père, du nom du père, de la fonction paternelle, toutes choses différentes par ailleurs. Bien que cette question du tiers soit en filigrane dans toute cette étude, nous nous interrogerons sur les méfaits de ce manque et nous demanderons s'il faut renoncer à cet ordre ou bien le déplorer et chercher autrement à le faire vivre. La cinquième partie cherchera à baliser les modes d'intervention des professionnels du champ social. En tant que psychologue clinicien, il m'eût paru insuffisant de mettre en place et en relief un problème sans stipuler la manière dont nous cherchons au quotidien à le résoudre. Éducateurs, psychologues, psychiatres, médecins, quels moyens avons-nous pour prévenir ce type de danger et le cas échéant pour les traiter? Pour cela, nous mettrons au travail les outils traditionnels qui servent à intervenir en protection de l'enfance. Nous interrogerons nos fonctions de tiers, les notions d'attitude et contre-attitude, les problèmes d'alliance thérapeutique, les différentes méthodes pour opérer à des processus de changement. Nous convoquerons également de nouveaux outils, fondés sur les nouvelles lois en protection de l'enfance visant à mieux garantir la protection des enfants. Dans le cadre d'une loi visant à prendre en compte l'enfant non seulement dans sa famille nucléaire, mais aussi dans son territoire élargi, les ressources périphériques, nous interrogerons la manière dont le maximum de partenaires extérieurs peut intervenir afin de jouer un rôle dans la séparation des dyades en question. 3 OPTIONS théorique. Les dyades auxquels je me réfère dans ces pages sont cimentés par le processus incestuel. Or, au sein de l'outil métapsychologique issu des théories freudiennes, ce sont les travaux de Paul-Claude Racamier qui ont les premiers su se mettre en avant ce concept. Aussi ces recherches m'ont-elles paru les plus heuristiques pour spécifier ce lien. Précisons que si l'inceste se repère sur la scène du réel et non des fantasmes, il peut en revanche, durant la phase oedipienne, se charger de fantasmes sexuels entre un enfant et un parent. Charge au surmoi, instance régulatrice, morale et investie des désirs et interdits parentaux, de faire son office et tempérer ou réprimer ses désirs afin d'éviter tout passage à l'acte. En l'occurrence, dans ce type de fonctionnement, dit névrotique, les fantasmes oedipiens contenus resteront dans la sphère psychique. Il en va tout autrement lorsque l'on aborde la question de l'incestuel. L'incestuel est un court-circuitage de la pensée. Il relève d'une pensée en acte, un équivalent de l'inceste qui se profile dans les relations familiales. Il s'oppose à l'Oedipe, fonctionne en anteoedipe, d'une façon non symbolisée, un anteoedipe pathologique sur un lien d'emprise de séduction narcissique. Ces concepts sont actuellement promulgués par quelques auteurs exerçant essentiellement dans le champ des thérapies familiales psychanalytiques, tels que Jean-Pierre Caillot, Maurice Urny, Giovanna Stoll, Jeanne de Fontaine. Une nouvelle association psychanalytique, autour de l'œuvre de Page C. Racamier, de l'individuel au collectif, présidée par J.P. Caillot, reprend et prolonge ces théories. Pour Racamier, l'Oedipe est le contraire de l'inceste. Il est rappelé sur le site de présentation de l'association que Racamier fut à l'origine de la psychanalyse familiale, mais également que ses approches touchent aux confins de la violence physique, psychique ou sexuelle. Cela dit, parce que ce travail vise à chercher toutes les occurrences du concept présenté, il m'a semblé opportun de me mettre en quête de toutes les théories susceptibles de l'éclairer. Au sein des contrats, pactes et alliances qui lient deux sujets entre eux, j'ai ainsi repris de Jacques Robion les notions de contrat symbiotique et d'injection projective.
Elles sont très parlantes lorsqu'il s'agit d'enfermement à deux et d'utilisation d'un objet par l'autre afin de le faire agir. Ces concepts me semblent affiner la notion plus large d'engrainement proposée par Racamier. De nombreux autres aspects théoriques, relevant de courants métapsychologiques divers, m'ont également servi pour illustrer ce que je retrouvais non seulement dans ma clinique, mais aussi dans le mythe fondateur qui la balise et lui sert de vecteur. Ainsi, c'est du côté de la théorie de l'attachement que j'ai souhaité me tourner lorsqu'il s'agissait de chercher à comprendre comment une relation à deux peut s'immiscer dans un sujet, et le faire intervenir ultérieurement selon les modalités apprises initialement. Avec ses répartitions entre sujets sécures et insécures, cette théorisation nous permet de partir de l'intersubjectivité pour entrer dans l'intrapsychique, dans ce que ressentent les enfants comme les parents lorsqu'ils mettent en œuvre des modalités de lien incestuel. En cela, la notion de modèle interne opérant, plus encore que celle d'identification, m'a paru particulièrement pertinente pour souligner comment l'enfant se protégera sa vie durant des lacunes et perversions vécues lors de ses premières relations. Je souhaiterais que l'éclectisme de mon approche ne perde ni n'éveille de réticence au lecteur. Il est lié finalement au fondement de la psychologie clinique dont la définition qu'en donna Daniel Lagache en 1949 est toujours d'actualité. L'étude de la conduite humaine individuelle et de ses conditions, hérédité, maturation, conditions physiologiques et pathologiques, histoire de la vie, en un mot, l'histoire de la personne totale en situation. C'est sur l'ensemble des processus englobant cet individu, cet enfant, cet adolescent en situation, face à un parent abuseur et dans un contexte global facilitant le problème que portera cette recherche. Partie 1. La clinique éclairée par le roman. 4 FRANKENSTEIN, le roman. Mary Shelley, 1797 à 1851, écrit ce roman en 1816, à 20 ans, à la suite d'un rêve qu'elle fit un an après avoir perdu sa mère à 11 ans et 3 enfants en 4 ans. Il n'est pas douteux que cette période tragique de son existence infiltra la teinte morbide de son histoire, tout en lui procurant ses principaux ingrédients. Son assise dramatique se nourrit en effet de cette réalité matérielle, les pertes, et psychiques, l'abandon, en lui fournissant son carburant essentiel tout en lui prodiguant son caractère universel. Cette œuvre de Mary Shelley porte ainsi sur le mystère de la création, autant que sur les relations destructrices qui en découlent entre un créateur et sa créature. Ses conséquences se jouent sur un fond d'abandon, de récréation et d'emprise mutuelle ouvrant peu à peu sur un véritable enfermement mortifère à deux duquel seule la mort semble pouvoir libérer les protagonistes. Lord Byron, durant l'été 1816, au bord du lac Léman, propose à ses amis d'écrire chacun un conte fantastique. Nul doute que l'histoire relatée par Mary sera celle qui aura eu le plus de force pour rentrer dans la postérité. En voici l'histoire résumée. Victor Frankenstein, jeune médecin obsédé par le désir de donner la vie, conçoit seul, envers et contre tous, une créature à partir de fragments disparates de cadavres récupérés dans un cimetière. Après des mois de recherche, il finit par donner naissance à une entité qu'il abandonne aussitôt, animée par un profond dégoût. La créature, seule et désemparée, se met alors à la recherche de son créateur. Bonne à l'origine, la société, apeurée par son apparence monstrueuse, la rejette et la pervertit peu, à mesure que son propre espoir de revoir son père échoue. Des retrouvailles auront lieu cependant, générant de nouveaux rejets et de nouvelles incompréhensions de la part du créateur ainsi que des mouvements de dépit et de colère du côté de la créature. Par suite de circonstances d'abord malencontreuses puis de plus en plus assumées par la créature, celle-ci va s'en prendre à l'entourage de son créateur en détruisant progressivement tous ses objets d'attachement, son meilleur ami, sa future épouse. Le final est balisé d'une course-poursuite destructrice entre les deux protagonistes, qui n'auront pour moteur que la force de leur obsession respective. La mort de l'un se soldera inévitablement par celle de l'autre. 5 RELATIONS entre le roman et la clinique. Genèse de cet attachement destructeur. Cette histoire a depuis sa création été comprise comme la première œuvre scientifique, préexistante aux romans de science-fiction dans lesquels des savants fous imitent Dieu et jouent avec la science. Elle a pu en cela être lue comme le premier roman éthique, dénonçant la folie de l'homme démiurge.
Elle est également considérée pour beaucoup comme une tragédie contant une histoire d'abandon et de vengeance. D'autres ont pu y voir le premier roman gothique fonctionnant sur les ressorts de l'épouvante. Pour ma part, je n'en propose pas cette lecture. Dans mon analyse clinique, si l'abandon est acté dans l'histoire, la force des liens imaginaires, M. Shelley manie en cela un scénario fondé sur des images très fortes et continues et dévastatrices. En cela, dans le livre comme dans la clinique, cet abandon se réalise moins sur le registre du réel que sur celui du symbolique. Tout comme la réalité du lien d'attachement qui unit les deux protagonistes, se joue moins sur la scène physique que psychique. En outre, le texte me semble découpé en 3 grandes phases dans lesquelles je propose dès à présent de nous plonger. 5 à 1 Panorama. 3 temps me semblent en effet ponctuer ce roman. Plus grand que 1, une phase de création du monstre engendrée dans l'isolement. Plus grand que 2, une phase d'abandon qui se manifeste successivement par une fuite du créateur et sa recherche éperdue par la créature. Plus grand que 3, une phase de retrouvailles qui se joue dans la destructivité mutuelle. J'ai, dans un tout premier travail, Pérez F. 2014, associé ces 3 temps du livre avec 3 étapes structurant un lien perverti entre un parent et son enfant. Étape 1, création du contrat symbiotique. Étape 2, tentative de rupture et déni de ce contrat. Étape 3, violence interagie liée d'un côté au sentiment d'abandon avec réponse par l'attaque, de l'autre, à la peur de l'altérité radicale et contre-attaque. Afin de saisir dans toute leur singularité ces 3 étapes, je propose à présent de les faire travailler par le biais de corrélations étroites entre elles et les phases de l'histoire de Frankenstein qui en jalonnent son développement. Nous pourrons saisir l'ensemble du panel recouvrant ce complexe. 6 PREMIER temps. Racine du complexe, engrainement initial. 6 à 1, avant la naissance du monstre. Conditions de générativité de la dyade. Nécessité de réparation, parthénogénèse et contrainte à créer. Le berceau psychique fonctionne comme le lieu d'accueil parental nécessaire à l'arrivée d'un enfant. Dans le roman, la création de celui qui deviendra un monstre s'origine sur des deuils. Ainsi, le docteur Frankenstein, alias Victor, perd d'abord sa mère frappée par la scarlatine, maladie mortelle à l'époque. Puis, devant partir dans une autre ville pour y suivre des études de médecine, il s'éloigne de son milieu familial, son lieu ressource. Parallèlement à ces 2 pertes qui le marquent intrinsèquement, il se fascine pour la métaphysique, l'alchimie. Sur le mode réactionnel, il entreprend de donner naissance seul à une matière inanimée, façon de retrouver une forme de paradis récemment perdue. De fait, pour lui, créer la vie reviendrait à prendre une revanche sur la perte et la mort. Un déni du travail de deuil y est consubstantiel. Ainsi exprime-t-il le désir de fournir un torrent de lumière sur le monde enténébré. Frankenstein, page 114. Cela dit, cette entreprise qui va très vite devenir obsédante, recouvre une tendance parthénogénétique, un engendrement monoparental privé d'une part de biguénérie qui va l'entraîner dans une forme d'omnipotence empreinte de jouissance. Jouissance érogène, mais également mortifère, il s'y perdra. Sa création est comme une partie de lui-même, et il se demande s'il doit la façonner à son image. Avant de trancher, peu importe l'empreinte posée tant qu'elle lui garantit une gratification à caractère indélébile. Pour parvenir à ses fins, le docteur Frankenstein s'investit pleinement, il se consacre corps et âme à sa tâche, y apporte toutes ses forces, y perd sa santé, son appétit ainsi que son goût des échanges sociaux. Son défi est majeur, l'enfermement total. Tout autre affect que l'exaltation maniaque semble réprimé, les représentations et les ressentis se trouvent guidés par le seul profit de la réalisation de l'objectif. Tout pousse à penser que le but visé efface tout le reste et construit l'ébauche d'une hallucination négative de l'environnement, annulant d'ores et déjà toute émergence du tiers, l'autre étant considéré comme son objet de recherche. Aussi, durant l'étape de création, Victor est confronté à un monde sensoriel repoussant que néanmoins il ne perçoit pas comme tel, odeurs, sons et visions de cadavres en décomposition. Pour bien comprendre les motivations inconscientes qui poussent Victor à générer ce type de fonctionnement, je postule que l'origine de son envie créatrice obsédante provient d'une contrainte à créer, R. Roussillon 2008. Par rapport au désir de créer,
la contrainte se caractérise par des compulsions de répétition cherchant à répondre à un traumatisme initial. Afin de symboliser ce dernier, se l'approprier subjectivement, Victor cherche tout d'abord à le matérialiser. Cela passe par une extériorisation. Il se sert pour cela des moyens techniques et matériaux liés à un art médical dévoyé. Fort de cette transgression, sa contrainte à créer, issue d'un échec du processus de symbolisation marqué par l'échec du travail de deuil, ne pourra mener qu'au retour du traumatisme et à la mort. Avant d'en arriver là, le docteur Frankenstein a l'ambition et plus singulièrement éprouve le besoin d'engendrer un être pour soi, un être gratifiant qui viendra embellir si ce n'est sauvegarder son narcissisme mis à mal. Toutefois, en cherchant à donner la vie, il pose un acte ambigu puisqu'en créant il procrée. Une contrainte à procréer en quelque sorte. Cela étant, dans cet engendrement parthénogénétique, il cherche avant tout à combler ses propres lacunes et défaillances. L'objet à naître doit faire taire le fantasme d'abandon et de perte. Cette création a un but contradépressif. En somme, le créateur doit donner de la vie comme une mère là où sa mère lui a été ravie. 6 à 2 types de liens concernant cette dyade. Engrainement sur fond de mission impossible, déficit de symbolisation et objets paradoxaux. Victor crée avant tout un être pour lui. L'on perçoit conséquemment l'ébauche de concrétisation d'un contrat fondé sur une unité, bien plus que sur une dualité. Parce que la vie, seule, est le but d'une telle manœuvre, toute projection fantasmatique de la chose à venir, toute représentation chose ou représentation mot de ce qu'elle deviendra, est introuvable dans le roman. Le docteur Frankenstein poursuit une chimère, une coquille vide. Avant même sa naissance, des attentes que nous formulerons comme vectrices d'engrainement, se font jour dans la créature à venir. Elle se voit ainsi doublement dépositaire. Sans existence imaginaire autre que celle d'une porteuse de vie dans l'espace psychique de son créateur, elle a pour mission de la représenter de façon totalement insidieuse et de faire vivre la mère morte. Mission impossible, on le verra. En cela, avant sa naissance, les représentations figées dans lesquelles la créature est inscrite ne lui donnent aucune possibilité d'évolution et ne tolèrent pas de transformation. L'espace du fantasme, créant les scénarios imaginaires, est obturé. Nous cernons ici des paradoxes fermés, non ouverts, non ambigus, sans caractère transitionnel. Dans la lexicologie de page C. Racamier, 1993-1995, le paradoxe relie de manière insoluble des propositions non opposables, mais qui visent à forcer des décisions foncièrement impossibles. Dans une famille, les paradoxes sont des étreintes indénouables dont la phrase « vivre ensemble tue et vivre séparément est mortel » représente l'illustration fondatrice. Ces paradoxes sont enfermants pour autant que le climat incestuel annule les relations naturelles entre les êtres. Ainsi en va-t-il de l'enfant non-enfant ou du parent non-part. Cela représentait pour page C. Racamier une forme de quintessence des positions incestuelles, dans lesquelles l'enfant est aussi un amant et la mère une maîtresse. L'alternance imprévisible des deux notions altère le jugement et suscite la folie. TCI, contrairement à la position oedipienne qui reste un fantasme d'union parent-enfant, contrairement à une situation qui reste vivante et génératrice de créativité si elle est dépassée, nous avons affaire à une position antéédipienne, destructrice de créativité et de fantasmes et pourvoyeuse d'enfermement. Dans le cas présent, il va s'agir pour la créature de vivre et représenter une renaissance sans qu'aucun souffle de vie n'ait été initialement injecté autre que celui de donner naissance. Étant donné l'acte commis, Victor von Frankenstein donne cours à des fantasmes non-fantasmes consistant à recréer la mère morte afin d'éviter de la pleurer, de la penser, de la psychiser. Nous sommes bien ici dans l'antitype pathologique, J.P. Caillot, 2015, pour autant que l'enfant à venir prend un statut paradoxal d'enfant non-enfant pendant que la mère qui est censée reprendre vie est mère non-mère. À noter que les générations elles-mêmes sont perturbées. La créature est composée d'objets morts, des morceaux de cadavres qui ont déjà vécu, ce qui renvoie l'enfant dans une position de jeune non-jeune. L'on pourrait poursuivre ce jeu des paradoxes. Gardons à l'esprit pour l'heure qu'ils enferment d'emblée la créature, dès avant sa naissance, dans une unité symbiotique. La chose à naître reste cloîtrée dans l'espace psychique d'une seule personne, un créateur uni. À partir des éléments traumatiques de son créateur,
À partir de ces projections de désir figées, non transitionnalisables, donc non transformables, la créature va devoir s'avancer dans un monde s'ouvrant sur une voie unique, floue et bordée de vide. Pour reprendre les termes de Page Serracamier, nous pourrions dire que l'objet à naître est intégré, figé, dans un fantasme non-fantasme, caractéristique de l'Antedipe, sans jeu possible. Il est directement accolé au corps de son créateur. Celui-ci s'agite sans cesse pour le construire en oubliant ses propres sensations et ressentis. Sans scénario à déployer, la créature à naître est assujettie à une instance primaire, son moi idéal. Elle est, à ce stade prénatal, plus qu'un objet phallique ou un objet fétiche au sens freudien, elle devient un objet sensation hypernarcissique autogénéré J.P. Caillot 2015. Celui-ci est à la fois un objet addictif et un objet excitation. P. Serracamier, 1997, reprenant le concept de fétiche à la lumière de sa théorie, avait proposé le concept d'objet fétichique, toujours corrélé au déni d'autonomie du parent sur l'enfant. Reste que tous ces objets sont dits paradoxaux pour autant que chacun d'entre eux est à la fois excitant et apaisant, liant et déliant, adhésif et arrachant, séduisant et transgressif, sexualisant et violent. Ibid, page 141. Contrat symbiotique et injection projective. Dans l'imaginaire du créateur, les conséquences de ces processus vont mener à la création d'un contrat symbiotique, Girobion, 2003. Le rapport entre le créateur et sa créature y est d'unicité, dissymétrie. Un contrat symbiotique est constitué d'une complémentarité entre deux êtres à formation psychique différente. L'injection projective, ID, entraînant une forme d'emprise spécifique qui est l'engrainement, signe une dynamique interactive dans laquelle une annexion de l'objet récepteur enfant se réalise par l'objet émetteur parent. Ainsi, l'injection projective est une projection dans l'autre d'un contenu non assimilé par soi et qui devra rester secret par son auteur. Pour cela, un verrouillage du processus sera mis en place afin de conserver cet espace du secret. L'objet qui en est réceptacle ne peut plus qu'obéir aux ordres transmis, s'y soumettre. Dans le roman, jamais la créature ne dira mot à autrui de l'origine de sa naissance contre nature. Dans ce type de dyade, le contrat narcissique, P. Olanier 1975, ne peut se réaliser, faute d'un imaginaire apte à le construire dans son ensemble. Un contrat narcissique se joue en effet autour de trois fonctions dont deux s'avèrent ici défaillantes. Car si l'enfant, compris dans une chaîne générationnelle, y est bien serviteur, il n'est dans cette configuration ni bénéficiaire ni héritier de quoi que ce soit. Il ne lui est pas accordé le droit d'être à lui-même sa propre fin. En l'occurrence, la transmission psychique en jeu n'est pas transitionnelle, KS 1993, Ciccone 212, car elle transmet du non figurable, du non symbolisable. Elle ne vise pas à dépasser son état initial. De fait, cette perspective nous confronte directement au processus générant l'incestuel, J. Serracamier, 1993. Une relation d'unicité dans laquelle l'idée même d'un enfant devenant sujet et pouvant se séparer et s'individuer pour grandir n'est pas envisageable. Pour Abou-Reghba 2004, l'incestuel s'assimile aux structures perverses de la parentalité. L'appareil psychique familial, Ruffio 1993, n'est pas équilibré, faute d'élaboration de la différence des sexes et des générations. Il fonctionne sur un mode isomorphique, RKS 1993, admettant peu de séparation entre les membres qui le composent. Dans ce type de fonctionnement, aucun des membres du groupe ne doit se différencier. Tout pareil en somme. Une perversion des liens a plusieurs facettes. Le complexe de Frankenstein est donc une composante, une modalité singulière de perversion des liens. Rappelons que la perversion est un détournement, voire un renversement des moyens, des buts et des systèmes de valeurs. Or, dans le récit, ces inversions créent des paradoxes mortifères contenus par la seule force des dénis. Dénis qui permettent, sur le plan diachronique, au docteur Frankenstein de renverser les notions de bien et de mal. Si dans un premier temps il cherche à donner la vie, dans un second, il se fait agent mortifère. La bonne mère s'est transformée en mère meurtrière. Dans cette histoire, les paradoxes vie-mort s'accumulent. Ainsi, l'entité qui doit prendre vie et en constituer le symbole est composée d'un patchwork de cadavres. Une perversion dans les caractères sexués est également latente dans l'histoire.
Victor se veut mère et père, mais ne peut assumer le moment venu, ni une position ni l'autre. En voulant condamner sa création à la mort, il la contraint à l'auto-engendrement. Normal en quelque sorte, puisque l'injection projective, qui intime à la créature l'ordre de porter la vie, génère en elle de fortes pulsions d'autoconservation qui l'entraînent de rechef vers cette survie par auto-engendrement. Perversion également sur le plan moral. N'oublions pas que Victor transgresse une loi jugée universelle à son époque et dans son milieu d'origine. En se rendant démiurge, il va à l'encontre des convictions religieuses établies. Perversion morale, mais aussi narcissique puisqu'il ne manquera pas d'utiliser un complice, Heger, 1989. Il engage un laquais pour accomplir ses basses besognes. Enfin, ultime transgression, Victor renverse les générations. Le Créateur révèle par son œuvre sa volonté de fournir une survivance, voire de réincarner l'objet perdu, sa mère morte, non seulement dans une lutte contre le processus de deuil, mais surtout dans une volonté de le contrecarrer, d'agir plutôt que de le vivre psychiquement. Dans le texte, il lui faut clairement éviter de sombrer. Cela dit, quoi de mieux pour aborder le thème du renversement que l'image d'un homme qui cherche à donner vie à la représentation d'une mère morte ? Devenir son propre parent. Ramenons à présent ces différentes dimensions à notre clinique. 6.3 L'incestualité sur le plan clinique. 6.3 Les caractéristiques théoriques générales. Bien évidemment, la transposition de ces éléments à la clinique ne peut être linéaire et subira des variations, diverses combinatoires et extensions. L'ensemble des éléments intersubjectifs, les données synchroniques et diachroniques, les données de transmission, enrichissent les situations en y apportant toute leur complexité. Nous trouverons cependant plusieurs invariants dans cet ensemble. L'objet ustensilaire. L'enfant attendu n'est pas ou peu fantasmé par le parent, et plutôt retiré qu'intégré dans une filiation. Il est moins un sujet qui a le droit de se développer pour lui-même, qu'un objet d'aliénation. Objet fait pour le parent, objet accolé, enfermé au mieux dans une dualité, au pire dans une unicité. Rappelons que l'incestuel s'oppose à la dynamique de rattachement de l'enfant à un groupe d'appartenance familiale et communautaire, inhérente à la fonction paternelle. Le sujet à venir est considéré comme un objet ustensilaire, ramené à une position d'objet passif et utile. Si toutefois le parent le considère comme un enfant imaginaire, omettant l'enfant réel, c'est à un imaginaire très pauvre que nous avons affaire. Un imaginaire constitué de fantasmes non-fantasmes, de statuts paradoxaux, plutôt que de fantasmes scénarisés, développés dans une trame narrative avec sujet, verbe et complément. En somme, l'enfant devra suivre la volonté parentale d'une façon univoque. Retenons qu'il va être soumis aux injections projectives, inconscientes et à fonction utilitaire. Il sera par conséquent entraîné, sous différentes formes, dans une perversion du lien. Perversion à forme d'emprise. Celle-ci s'accompagne généralement d'une forme de séduction narcissique pathologique, qui va s'étendre bien au-delà des limites habituellement attribuées à un rapport symbiotique jugé normal et nécessaire, Monsieur Malheur, 1973. Un inceste platonique. Cette clinique de l'emprise évoque l'emprisonnement, mental et ou corporel. C'est Eliachev et N. Heinrich 2002, rappelle qu'une des premières psychanalystes à avoir évoqué cette piste était Alice Miller en 1979 avec le concept d'abus narcissique. Dans ce mécanisme, le parent utilise un don de l'enfant pour combler ses propres défaillances narcissiques et satisfaire ses besoins de gratification. À ce concept d'abus narcissique, nous préférons cependant celui de séduction narcissique, insistant sur la dimension sexuelle ambiante. Dans nos situations cliniques, nous sommes fréquemment confrontés à ce que Françoise Héritier appelait l'inceste de type 2. Comparé à l'inceste de type 1, confrontant un père et une fille dans des liens sexuels avérés, l'inceste de type 2 confronte une mère et une fille dans un lien platonique. Dans les deux cas, qu'il existe un troisième membre ou non, l'inceste ou l'exclusion du tiers fabrique du binaire à partir du ternaire. C'est Eliachev et N. Heinrich 2002, page 239. Quoi qu'il en soit, l'objet est toujours initialement utilisé par le parent et le tiers toujours exclu. Les différentes combinaisons.
Au-delà de ces invariants existent des différences, des permutations dans les rapports parents-enfants. Les deux auteurs précités précisent que le processus n'est pas le même lorsqu'il s'agit d'un père, d'une mère sur un garçon ou sur une fille. Orientant la focale sur les rapports mère-fille, elle précise que si l'emprise existe aussi de la mère sur le garçon, c'est avant tout sur la fille qu'elle s'exerce sous les formes les plus obscures et les plus archaïques, allant parfois jusqu'à la violence. TD page 30. Citant F. Couchard, 1991, elle rapporte « L'emprise maternelle sur le garçon prend souvent une forme plus douce, masquée sous la séduction et la tendresse, c'est une emprise par un trop-plein d'attention et d'amour. L'emprise sur la fille lui imposera davantage de se couler dans les modèles de la mère, de respecter ses désirs, de tout faire pour lui ressembler. » Pour ces auteurs toujours, parmi les différentes formes d'abus, père-fils, père-fille, mère-fils et mère-fille, c'est cette dernière qui prend les formes les plus pures et les plus ravageuses, Eliachev et Heinisch, 2002. Page 30. La proximité maternelle avec l'enfant, mais aussi la similarité sexuée peuvent ainsi mener à des confusions d'identité. Si bien qu'à l'abus narcissique s'ajoute l'abus identitaire, la fillette étant dépossédée de cette identité qui lui permet l'individuation. Le film d'animation des studios Pixar, Rebelle, met en exergue un tel type d'emprise mère-fille où l'on retrouve l'abus narcissique sur fond de séduction. La fiction se déroule au temps médiéval et conte l'histoire d'une jeune princesse, Mérida, acculée à se fondre dans les injonctions maternelles afin de devenir une reine exemplaire. À noter le fait que l'histoire se déroule en un temps reculé où les mœurs étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Cela est à considérer du côté du transculturel, de l'infiltration des règles et coutumes sociales et historiques au sein du sujet. Reste que toute la première partie nous pointe la froideur affective de cette mère reine qui ne voit en sa fille, pleine de vie et de désirs rabroués, qu'un objet imparfait à transformer, une image encore inachevée d'elle-même. En l'éduquant aux bonnes manières, elle ne l'entend pas, ne la voit pas, ne la considère pas et finalement ne la connaît pas. Ce manque d'empathie signe une forme de meurtre du sujet, que sa fille lui renverra brutalement le jour où elle prendra connaissance du projet de mariage arrangé qui la concerne. Cette deuxième partie de l'histoire anticipe sur la suite de notre développement. Viendra en effet après la négation d'un parent sur son enfant, après cette forme d'infanticide, ainsi que la phase de révolte adolescente de cette jeune fille qui refusera d'être mariée avec le premier venu. Mérida fuira alors en se sauvant dans la forêt, y trouvera une sorcière comprise comme une partie négative et archaïque d'elle-même, et l'implorera de jeter un sort à sa mère afin qu'elle change et qu'elle l'aperçoive, enfin dotée de sa véritable identité séparée. À noter la symétrie dans les rapports. La mère a tué une partie de ce qui faisait sa fille, en contrepartie la fille tue la mère dans ce désir de changement. De l'infanticide suivra un matricide, de l'incestuel, le meurtriel. Mais le sort jeté aura un effet tout à fait inattendu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.